Bonjour à tous, la semaine touche à sa fin, nous sommes vendredi, c'est l'heure de Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Olivia Boisson. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Parfait. On commence avec le dessin de la semaine dans le Faucigny. Le dessinateur Kaya revient sur cette belle histoire pour la commune d'Aix-Neuvais. Une riche, très riche propriétaire a décidé de lui léguer la coquette somme d'1 million de dollars. La princesse de Dubaï, résidente à temps partiel dans le village de 1100 habitants, demande à la municipalité de créer un parc de jeux pour enfants à connotation culturelle. Son but, tout simplement, que sa petite fille rencontre d'autres enfants. On se complique la vie parfois. Et pourtant, c'est si simple. C'est si simple. 1 million de dollars. Olivia, de votre côté, vous êtes intéressée à l'actu côté web. C'est notre rubrique bruit de campagne à moins d'1 mois de l'élection présidentielle. Et on commence avec une campagne qui fait rage, décidément. Oui, nous avons ce tweet de Bernard Accoyer, qui était l'invité des Échos cette semaine. Il soutient que François Fillon, son petit protégé candidat Les Républicains, sera au second tour et que les derniers jours de campagne seront décisifs. Pour lui, rien n'est joué pour Macron. Je vous propose de l'écouter. Encore une fois, personne aujourd'hui veut dire que les choses sont figées. Au contraire, il y a une proportion jusque-là totalement inconnue jusque-là de Français qui ne savent pas encore quel sera in fine leur vote. Par conséquent, tout est ouvert. C'est pour ça que cette campagne continue et qu'il faut sans cesse affirmer les réalités. Le programme avancé par M. Macron est un programme qui ne tient pas debout. À savoir que selon un sondage Elab pour BFM TV, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont été jugés les plus convaincants par les téléspectateurs suite au débat présidentiel de mardi. Et la cible de tous, c'est justement Emmanuel Macron, le grand favori. Lionel Tardy, le député Haute-Savoie, a fustigé le positionnement d'Emmanuel Macron sur BFM TV. Pour lui, un président sans majorité législative ne sert à rien. Lionel Tardy tape sur Emmanuel Macron et pour lui, François Fillon est capable de rassembler une majorité, seul lui est capable de le faire. Des propos que dément les soutiens d'Emmanuel Macron dans le Huffington Post de cette semaine avec l'article « Oui, Emmanuel Macron aura une majorité parlementaire en juin et les moyens de gouverner ». C'est une tribune qui est signée par les adhérents et acteurs du mouvement En Marche. Et enfin, le service public jette l'éponge. France 2 abandonne le débat du 20 avril, les 11 candidats devaient se réunir une fois de plus. On voit ce dessin du courrier Picard. Le Pen et Fillon sont soulagés que le débat soit annulé. Je cite Marine Le Pen, « Ouf, ça évitera de se reprendre Poutou sur la gueule ». Car oui, le petit candidat du nouveau parti anticapitaliste a fait parler de lui lors du débat. On écoute ses propos sur le site de nos confrères de France Bleu Pays de Savoie. Le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire, et donc nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. Merci beaucoup Olivia pour ces bruits de campagne. Tout de suite, cette atmosphère. Et on commence avec une nouvelle insoutenable. Voilà, c'est surtout une image qui est insoutenable. Ce sont de jeunes enfants syriens gazés. On en a beaucoup parlé cette semaine. Le quotidien Libération a fait le choix de cette couverture si difficile à regarder, mais qui dit beaucoup d'une guerre qui dure depuis plus de 6 ans déjà. Dans un édito, la rédaction justifie ce choix qui a été difficile à prendre. Cette image entra sûrement personnellement et professionnellement tous ceux qui ont travaillé à l'élaboration de la une de Libération datée de ce jeudi, commence le chef des éditions, Johan Höfnagel, et le journaliste de conclure. J'espère que ces enfants entreront ceux qui estiment que les crimes d'Assad sont des erreurs politiques en Syrie, car ces erreurs politiques ont un visage, ne détournons pas les yeux. Et dans cette horreur, Olivia, il est important de se souvenir malgré tout de quelques tentatives de solidarité, de voir un petit peu plus loin. C'est à lire dans Tarentaise Hebdo, ça a été écrit avant le drame du 5 avril, c'est à préciser. Ça met en avant l'association Alouane, créée par des réfugiés syriens, musiciens à Lyon. Rapidement, priorité est donnée à la scolarisation des enfants syriens. L'association lève des fonds pour les écoles et des centres d'art-thérapie dans le pays. Une soirée est organisée, vous le voyez, le 2 avril dernier à Bourg-Saint-Maurice pour collecter des dons. Et puis on continue avec un acte de vandalisme dans nos Pays de Savoie.
Voilà, c'est un acte de vandalisme qui n'est pas passé inaperçu. Le monument hommage au maquisard des Glières a été tout simplement vandalisé cette semaine. Une croix de Savoie orne désormais ce monument national avec la mention juste en dessous « Vivre libre ou mourir ». C'était la devise des résistants aux Savoyards. C'est à voir là sur le site de France Bleu Pays de Savoie. La réaction des élus n'a pas tardé cette semaine. Un exemple avec cette publication Facebook de la conseillère régionale Annabelle André Laurent. Je la cite, un acte indigne qui ne doit pas rester impuni. D'ailleurs, le propriétaire du monument, qui est le conseil départemental de Haute-Savoie, a décidé de porter plainte et une enquête est en cours. En tout cas, cet acte de vandalisme a inspiré les tweetos. Un tweet pour rappeler que le plateau des Glières était aussi le symbole du vivre ensemble, puisqu'on y trouvait de nombreuses nationalités, partis et religions. Tous étaient représentés, il n'y avait pas que des Savoyards. Et puis un autre se moque gentiment de cette œuvre d'Émile Gilioli. Pour rappel, ce geste n'a toujours pas été revendiqué. Et puis on finit avec une note un peu plus légère, avec le hashtag Ça pousse. Voilà, c'est un peu d'air et de verre et ça fait du bien avant le week-end. Les jardins et la nature s'invitent de plus en plus dans la ville et ça aussi, ça fait du bien. On commence avec ce dossier proposé dans le dernier Active Mag. Les jardins urbains se multiplient un peu partout en France, portés par des jardiniers citoyens. C'est un vrai acte militant. Parcelles libérées par les municipalités, jardins partagés ou encore fermaculture, les projets sont légion. Un exemple à Annecy avec les incroyables comestibles qui se félicitent sur Facebook, vous le voyez, de voir déjà des plantes aromatiques ou encore des petits arbres fruitiers pousser un peu partout dans la ville, dans l'espace public. Une carte est disponible sur leur blog pour retrouver ces petits jardins. Une carte que l'on retrouve aussi cette semaine dans l'Essor Savoyard, l'édition d'Annecy. Une vingtaine de jardins de poche est ainsi disponible dans la ville, vous le voyez. Ces lieux mis à disposition sont accessibles à tous, gratuitement. L'autre but des incroyables comestibles est de créer du lien entre les habitants. Et ça aussi, Olivia, ça fait du bien. Une belle initiative. Très chouette. Merci Fanette. Place maintenant au top et au flop. Olivia, on commence avec les flops et décidément le centre des congrès d'Annecy n'est pas prêt de voir le jour. Effectivement, avec cet article de l'Essor Savoyard, c'est un dossier qui dure depuis plus de 10 ans. Le tribunal administratif de Grenoble avait suspendu la déclaration d'utilité publique du centre des congrès d'Annecy en décembre 2016. Aujourd'hui, dans l'entourage de Jean-Luc Rigaud, qui est président du Grand Annecy, on est perplexe par rapport à ce projet. Lui ne lâche rien, ni lui ni Bernard Accoyer. Par contre, plusieurs personnes de leur entourage justement ont été interrogées et parmi elles, je cite, « D'un point de vue politique, la résiliation serait catastrophique car on lui reprocherait à coup sûr d'avoir gaspillé de l'argent public en préliminaire, mais d'un point de vue financier, ce serait une excellente idée. » Affaire à suivre donc. Et puis nos confrères genevois s'inquiètent du niveau de pollution sur notre planète. Oui, cette fois-ci dans la tribune de Genève, donc la situation est critique au niveau mondial. Ce catamaran s'appelle Race for Waters. Il s'est fait connaître en 2012. Il avait achevé un tour du monde à l'énergie solaire. Dimanche, ce même bateau quittera la Bretagne pour un périple de 5 ans. L'objectif, prévenir la pollution des océans par les plastiques, puisque chaque année, selon Greenpeace, entre 5 et 12 millions de déchets de tonnes de plastique sont déversés dans les océans. Si rien ne change, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons. Donc c'est quand même très très alarmant. Et bon, on respire un peu avec quelques bonnes nouvelles et une jolie initiative, toujours pour parler environnement, pour préserver l'Everest. Oui, dans Montagne Magazine, donc cette association Everest Green part, ils sont partis d'ailleurs mercredi, ils partent sur le toit du monde pour alerter l'opinion publique sur la question des déchets. Donc une partie des déchets qu'ils vont récolter va être rapatriée en France. Parmi ces déchets, des bouteilles d'oxygène, des piles, des cordes, des tentes et des canettes éparpillées. Et tout ça, ça fait partie des 4 à 5 tonnes de déchets abandonnés. On peut aider cette association sur KissKissBankBank. Et puis un Savoyard a une idée originale pour faire bonifier le vin. Très original, c'est une info de France Info justement. Pascal Perceval, un viticulteur savoyard, a décidé de faire vieillir son vin au fond du Léman. Il pense que l'eau peut avoir des vertus œnologiques et donc il a décidé d'immerger 2000 bouteilles et de fûts de Mondeuse et de Chinin-Bergeron à 33 mètres de profondeur. On verra donc si ça rend le vin meilleur. On sait où elles se trouvent ces bouteilles ?
Alors visiblement non, nous on ne le sait pas, mais j'aimerais bien. Et puis Genève n'est pas une ville si puritaine. Alors c'est une victoire pour les femmes et pour les féministes. La baignade, pas la baignade, pardon, on peut être seins nus, topless, donc au bord du Léman et au bord du Rhône. C'est un règlement de 1929 qui a été modifié par le Conseil d'État genevois. En fait, l'année dernière, une pétition avait été lancée par des femmes puisque des policiers faisaient beaucoup d'excès de zèle et ils verbalisaient énormément. Du coup, ces femmes-là ont gagné pour toutes. Et par contre, seul bémol, c'est qu'on ne pourra pas se baigner seins nus, juste bronzer. Donc voilà. Et on a ce tweet de Laure Pieddefer qui ironise sur cette situation, puisque waouh, mille merci de nous octroyer les mêmes droits que nos hommes masculins, que nos homologues masculins, pardon. Merci Olivia. Et maintenant, c'est l'heure de votre chronique, Fanette et ta dame. Vous avez sans doute suivi cette actualité cette semaine. Olivia, Reporters sans frontières et le collectif Informer n'est pas un délit ont organisé ce mercredi une journée de mobilisation pour défendre la liberté de l'information en France. Nos confrères des acteurs de l'économie ont décidé de republier cette tribune. On peut y lire la mise en perspective de cette si chère liberté d'informer à l'aune d'une campagne à l'élection présidentielle nauséabonde. Extrait de cette tribune, la liberté d'opinion et la liberté d'informer sont des notions distinctes. La première est la liberté donnée à chacun, donc à n'importe qui dans une démocratie, de pouvoir donner sans risque son point de vue. La liberté d'informer n'est pas plus importante, mais elle est tout aussi vitale. Ou encore, pour conclure, l'information est un contre-pouvoir. Voter sans savoir ne sert à rien. C'est pourquoi, et c'est à lire dans Télérama, les candidats à l'élection présidentielle ont été interpellés sur cette question. Ils sont plusieurs à pointer du doigt régulièrement dans les meetings le travail des journalistes. Ils leur demandent notamment de lutter contre la concentration des médias, de faire adopter une nouvelle loi sur la protection du secret des sources ou encore de lutter contre les procédures abusives contre les journalistes. Elles sont de plus en plus nombreuses. Donc ces demandes ont été faites par le collectif. On écoute Nicole Ferroni. C'était mercredi matin sur France Inter. Elle s'est fait le relais de ces différentes revendications. Ainsi, ces riches propriétaires, étant à la tête à la fois de gros commerces et de médias, auraient tort de ne pas utiliser les médias pour servir leur gros commerce. Et donc les journaux, radios, télé se mettent à dépendre de situations d'orientation économique de leurs chefs, leurs financeurs, leurs actionnaires, ce qui peut donner sûrement aux journalistes l'occasion de vivre des situations très rigolotes de ce type-là. Eh les gars, excusez-moi, je rêve là, mais qui c'est qui a fait mettre la pub Nutella juste en face du reportage si poignant sur la déforestation liée à l'huile de palme? Mais enlevez-moi ça tout de suite, c'est hyper indécent. De quoi, la pub Nutella? Bah non, le reportage à l'huile de palme, enfin... On va pas enlever Nutella, hein, c'est eux qui nous payent. Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que le reportage sur l'huile de palme, je vais pas non plus en face de leur pub pour l'abonnement Canal. Si, ça je pense que tu peux laisser, hein, parce que les gens voient pas le rapport. Et oui, c'est aussi ça qui importe dans la presse et les médias, c'est ce que voient les gens, combien ils le voient, comment l'information se diffuse, se propage sur nos ondes, sur nos pages. C'est pour ça que parfois je me raisonne, et quand je vois un article nommé « Scandale, urgence, truc de ouf », je me dis « Non, Ferroni, ne clique pas », car derrière cet article, il y a sûrement un petit journaliste déprimé d'avoir à écrire ça, et encore plus déprimé de te voir cliquer dessus, car lui connaît le prix de t'amener de l'eau pure et non pas de l'eau croupie, et demande à ceux qui sont poursuivis dans l'affaire Clearstream, Bettencourt, Bolloré, LuxLeaks. Donc oui, je vous le dis, informer n'est pas un délit, je rajouterai, c'est un défi. Et un défi qui est l'affaire de tous. C'est la conclusion de la tribune. Et puis la journée de la liberté de la presse aura lieu, elle, le 3 mai prochain. Une nouvelle occasion de rappeler que la liberté d'informer est un pilier essentiel à notre démocratie. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, il ne faudrait pas l'oublier. On se quitte avec un petit conseil de lecture. Et vous aussi, vous avez des choses à dire, Olivia. Oui, alors j'ai choisi l'article de Carnet d'art à la recherche d'un désir perdu. Alors Benjamin Lecouturier est journaliste et il a fait cet article qui est passionnant. C'est un article qui prône l'égalité homme-femme, un monde dans lequel le sexe et la beauté ne seraient pas un critère majeur. Et c'est cette utopie qu'il nous raconte. Je cite cette phrase: « Tant que nos esprits resteront ancrés dans un avilissement par la beauté, la femme restera d'abord un objet sexuel avant d'être une personne, et l'égalité de traitement et de considération ne sera jamais possible. » Il dit aussi que nous sommes formatés par des siècles de transmission de codes comportementaux qui font que les femmes restent dominées. Il cite même George Sand, cette célèbre romancière et journaliste.
Les femmes reçoivent une déplorable éducation et c'est là le grand crime des hommes envers elles. Merci beaucoup Olivia, merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Médiasphère. D'ici là, n'oubliez pas d'acheter et de lire la presse. Il y a de quoi faire en Pays de Savoie. Passez un très bon week-end. À bientôt.